je me suis toujours intéressé à jouer des instruments inventés ou détournés là, à partir de mes débuts déjà, que ça soit de souffler dans une bouteille vide ou quelque chose. Je prenais 2 bouteilles accordées différemment, puis je faisais des trucs avec ça. Quand j'ai commencé, je jouais flûte à bec, puis ensuite flûte traversière, mais j'incorporais des instruments inventés. C'est devenu une espèce de... presque une maladie de collectionner des instruments variés. Alors, des fois, je faisais des gros transports d'instruments pour aller faire une improvisation au chapeau. C'est complètement fou, il y a des instruments partout, des tas de trucs. Et puis, pas seulement les appos, mais les appos sont vraiment intéressants. Moi, ce que je fais là maintenant, je combine, je prends cette valise comme un tout, comme si c'était, par exemple, une banque de sons. Par exemple, les joueurs d'échantillonneurs vont des fois assigner un son pour chaque touche. Et puis, pour moi, c'est un peu, c'est à rebours un peu, mais c'est comme un échantillonneur acoustique ou analogue. Normalement, je sépare les percussions simplement comme tactique de joueur. Je mets les instruments avant là, puis les percussions là, puis comme ça. Il faut qu'avec mes yeux, rapidement en impro, je puisse aller chercher chaque instrument. C'est un peu différent d'une approche seulement avec les appos. Des fois, pour certains projets, je n'utiliserai que les appos. À ce moment-là, je n'amène pas tout ça. Je fais une sélection. Ça peut être simplement selon les demandes d'un compositeur, etc. Je simplifie le truc. Aussi pour me reposer les yeux, parce qu'à chaque fois que mes yeux se promènent, c'est comme si je les entendais tous qui m'appellent. Donc, c'est quelque chose. Sinon, les appos, j'en ai acheté beaucoup en France. Il y a M. Raymond, dans le sud. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai correspondu avec lui, puis j'avais accès à avoir ses catalogues, même avant l'Internet. J'allais dans les magasins de chasse et pêche, et puis aller voir ce qui est disponible. En Allemagne aussi, j'ai eu des appos qui viennent du Brésil. Puis j'ai acheté beaucoup d'appos ici au Canada, puis fait venir des appos des États-Unis aussi, qui sont souvent pas d'aussi jolie facture, parce que les instruments, ce qui est très beau, comme par exemple les instruments français, puis je me rappelle qu'il y avait une compagnie, je ne sais pas si elle existe encore, qui s'appelait Quelle est belle compagnie, qui faisait des appos, mais en mettant les vendait dans des petites boîtes en bois avec un papier qui disait qu'ils étaient contre la chasse, mais dans le fond, ils ne faisaient que reproduire les appos. Il y a tellement de science qui est mise dans la fabrication des appos, parce que depuis, on dit que les appos sont peut-être dans les instruments de musique les plus anciens, parce que forcément, c'était lié à la survie. C'était lié à la possibilité d'attraper des animaux qui pouvaient être mangés. Entre autres, déjà, l'arc, qui peut lancer des flèches, était utilisé aussi près de la bouche, un peu comme une guimbarde, pour faire chanter les harmoniques de la bouche, tout ça. Alors, on retrouve des trucs ou des idées pour attirer les oiseaux, les animaux, très, très, très loin dans l'histoire humaine. Et moi, chaque fois, j'ai une émotion. Des fois, en utilisant un appos, c'est comme si je me connectais avec presque la préhistoire. J'ai l'impression que, des fois, souvent, je dis que plus la musique est moderne, ou plus l'art est nouveau, tout ça, plus il est connecté à des choses très anciennes. C'est l'impression que j'ai. L'impression peut-être de circularité, finalement, par rapport à... Oui.
Enfin, l'histoire finalement pas qui se répète, mais qui... Si on veut pas être trop déprimé, on se dit que c'est une spirale. Une spirale, oui. Mais sinon, oui, on peut dire que c'est un cercle. Oui, parce oui. qu'on revient toujours sur les mêmes pistes, de toute façon. C'est ça, oui, tout à fait. Oui. Ben voilà, les appos, j'ai pas isolé seulement les appos, là. C'est ce que je vous présente, c'est ce que je joue en impro avec des appos. Sinon, ben c'est ça, les appos français comme sanglier, et puis la mouette, et puis le canard colvert. C'est tout des très beaux, des jolies sculptures finalement, je les vois comme ça. Des jouets un peu d'enfants qui ne sont pas associés à des animaux particuliers. Puis dans les appos plus nord-américains, des trucs comme ça, là, qui sont vraiment en plastique pour le cerf, etc. Des appos à prédateurs qui imitent un lapin blessé, par exemple, et puis qui vont attirer le renard ou des éperviers, etc. Donc, des fois c'est ça, on imite le chasseur, là, d'autres fois, on imite la proie, selon ce qu'on veut attraper. Moi, souvent, les appos, en tout cas au Canada, on voit beaucoup d'appos qui sont vendus avec des... Quand j'ai commencé, c'était avec des cassettes d'instructions, puis ensuite des CD, puis maintenant seulement des contacts web pour aller écouter, avoir les conseils d'un chasseur qui va nous dire comment tirer, quels sons exactement faire avec la peau. Ces cassettes-là, ces disques-là, je les ai tous collectionnés, j'ai pris plaisir à les écouter, mais je ne veux pas savoir quel animal ça attire, pas du tout. Dans le fond, je serais bien embêté si j'attirais l'animal en question. Pour moi, je les vois un peu, j'essaie de les voir comme techniquement, comment ils se font, qu'ils se sont faits, parce que dans le fond, souvent les appos, il y a des principes très de base là, de musique. Beaucoup d'appos sont des anches. Donc, il y a des petites anches, des toutes petites, que moi j'appelle des nombrils de poupées, ou des jouets de chiens, des choses comme ça. Alors, il y en a beaucoup qui sont faites à partir de ça. Alors, quand on regarde c'est quoi en fait l'anche, malgré la diversité de l'apparence des instruments, souvent on se dit, ah oui, ça, on voit tout de suite c'est quelle famille d'anches. Et puis il y a des compagnies qui fabriquent des anches et puis finalement on retrouve un peu les mêmes anches dans des milliers de jouets, etc. C'est comme, ah oui, c'est celle-là, c'est celle-là. Donc des anches très petites. Moi, ce que j'aime de ces anches-là, c'est que dès qu'on applique un peu de pression, elles vont saturer, elles vont se mettre à distorsionner un peu. Puis là, ça devient vraiment intéressant. Par exemple, le typique canard colvert, qui ne fonctionnera pas aujourd'hui. Dans un bol d'eau. Ah alors, oui, d'accord, donc il est un peu engorgé. On va trouver un autre qui ressemble un peu. Aussi, ce que je trouve fascinant des appos, c'est un peu comme, par exemple, le bec d'un saxophone. On pourrait appliquer ça. D'ailleurs, je le fais beaucoup avec le saxophone, de prendre différents appos, puis les mettre ou remplacer l'embouchure de l'instrument par un appo. Ah oui, d'accord. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Parce que là, l'instrument, le saxophone en l'occurrence, il offre sa caisse de résonance. Parce que ce qui arrive, c'est que ça n'a pas de caisse de résonance, alors ça fait un son un peu grêle. Par contre, l'intérêt, c'est qu'on peut manipuler avec les mains, changer, faire parler l'instrument avec les mains.
jamais. C'est ça. Tous les petits sont comme ça. Sinon, on en trouve d'autres types comme ça d'anches très fines, comme celui-ci qui en combine deux. Supposément un prédateur, même à peau, supposément le même, le lapin blessé. Et celui-ci, il est très sensible à des petites variations de pression. Alors, un simple vibrato du diaphragme va faire réagir l'anche de manière des fois erratique, des fois contrôlée. Après ça, il y a toute une famille d'apos qui sont des anches plus grosses. Par exemple, là, ça commence à... maintenant, de plus en plus, les anges sont en plastique. Les anges variées. On voit ça là beaucoup plus grave. Pareil. Avec des anges qui ont vraiment une fréquence grave. Là. J'utilise mes dents d'en bas pour raccourcir l'anche simplement en bougeant l'instrument, qui est aussi un système intéressant. Donc ça, ben, forcément, quand on le regarde, on dit « Ah oui, ça c'est la même famille ». Des fois, c'est ici, par exemple, le tuyau est simplement une espèce de résonateur qui va peut-être aider à produire une fréquence plus grave. Puis ça, on peut l'adapter à d'autres choses aussi. Si on a un autre tuyau, pourquoi pas. Des fois aussi, les apos sont comme celui-là, il était vendu justement avec une espèce de grand bout de plastique comme ça qui aidait à faire la fréquence plus grave. Moi, j'en ai plus ou moins besoin, fait que des fois, je démonte, j'enlève tout ce que j'ai pas besoin pour que ça rentre toujours dans ma petite valise. Mais encore, tu vois, c'est un même hanche. Là, elle a son petit protège-hanche, c'est pas inutile. Par contre, si on veut un accès directement, marche pas. Là, je me lance dans des choses que je fais jamais, alors ça fonctionne pas tout.
beaucoup les jouets acoustiques, mais j'ai aussi acquis beaucoup d'expérience à jouer ces choses-là avec des micros. Un peu comme un chanteur qui peut profiter de l'effet de proximité d'un micro pour gagner un peu de basse, tout ça. Parce que ces choses-là, des fois, manquent un petit peu de corps. Alors, avec un micro, c'est pas inintéressant. Dans d'autres familles de... Dans le fond, quand j'y pense, c'est pas mal... Ceux ici, c'est pas mal tous des anges de la même grandeur, là, ou à peu près, là, dans les mêmes familles. Mais ils ont quand même des caractéristiques différentes. D'autres appos fonctionnent un peu plus comme les... je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Des fois, sur les bouilloires, il y a un sifflet qui siffle quand ça bouille pour nous avertir que ça bouille. Alors, ça, c'est un principe particulier et on le retrouve dans des tas d'appos, surtout les oiseaux qui ont une voix très aiguë. Tous des différents modèles. C'est toujours le même truc d'ailleurs. Des fois, quand je trouve une vieille bouilloire, j'isole le morceau avant que ça aille aux poubelles, parce que ça fait des très bons sifflets. On peut aussi, évidemment, dans tous les appos, on peut aussi rajouter la voix. Par exemple. Quand la voix arrive dans une zone, un rapport de fréquence intéressant avec la note produite par la peau, là, ça crée toute une réponse. La peau devient fou, puis c'est intéressant. D'autres appos sont ceux qui... je crois que ça, c'est un appôt à grive, français aussi. C'est simplement un tube qui envoie de l'air dans une petite coupole. Donc là, le son, ça produit un bruit de vent. Souvent, je les appelle des machines à vent, puis ils me sont utiles comme ça. Peut-être que, dans le fond, pour le peu de différence qu'il y a entre chacun, ça couvre à peu près les différents trucs. Sinon, il y en a comme celui-ci. C'est un appôt du Brésil. D'ailleurs, ça aussi, c'était du Brésil. Une section un peu élastique. C'est l'élastique en fait qui vibre. C'est supposé d'être un appôt à singe. Maintenant, on est très loin de la sonorité de quand je l'ai reçu. Mais quand même. Dans la même famille, Amérique du Nord, on a ces genres d'appos comme ça. En fait, c'est simplement une bande élastique qui est prise entre deux morceaux de plastique. Et c'est supposé de faire un des bruits que fait le
chevreuil. Mais en oubliant le chevreuil complètement, il y a plein d'autres choses à faire avec ça. D'autres apôts qui sont typiques, qu'on trouve dans le commerce, un des premiers dans les magasins d'oiseaux, tout ça, les gens achètent beaucoup celui-là qui est nommé d'après Audubon, là, qui est un grand amateur d'oiseaux, spécialiste ornithologue américain. C'est simplement la friction du bois sur la résine de l'arcanson ou de la colophane de violon. Je joue souvent comme ça. Simplement parce que je profite de la résonance, la caisse de résonance de la bouche pour modifier le son. En fait, normalement, là je fais démonstration d'apôts, mais normalement c'est beaucoup ça que je fais, de chercher, d'essayer de produire des vibrations que je peux moduler avec la bouche. Peut-être à force d'avoir joué tant de guimbardes, tout ça, alors puis déjà avec les instruments avant, la flûte, spécialement le saxophone, on est toujours en train de modifier la forme de la gorge, de la bouche pour accorder la forme de la bouche aux harmoniques qu'on veut produire, comme créer une espèce de balance entre le saxophone et puis la bouche. Donc, je fais énormément de ça. J'essaie toujours de les faire parler, c'est les apôts. Ah, je pourrais vous montrer quelque chose d'autre, tiens. Je vais aller chercher quelque chose. Ce que je fais d'habitude, dans le fond, ce que je fais, c'est, comme je disais, je vois ça comme un seul instrument. Puis je me suis habitué à chercher, pendant que j'improvise, à chercher le prochain son tout le temps. Fait que, une partie de mon travail, c'est d'être capable d'aller vite pour changer. Faire des trucs. Etc. Puis de créer des espèces de phrases finalement à travers tout. Mais une autre approche, ça a été de combiner des apôts et d'utiliser une trompette comme un sélecteur d'apôts finalement. Donc là, j'ai mis 4 apôts. Ce truc-là. Ça, je l'ai appelé le homard. De sa couleur avant d'être cuit. Et puis ça me permet de sélectionner rapidement et de passer d'un à l'autre. Des fois, le homard fait une sortie. Ça dépend toujours des conditions de transport, parce que moi je suis piéton, je n'aime pas tout à chaque fois. Mais au besoin, le homard
sévit. Il est très très intéressant le homard. C'est bien, hein? Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Et oui, il survit. Ça fait déjà longtemps que j'ai fait ça, puis il survit. C'est pas mal. Ben voilà. Ah, parce que, enfin, vous avez quand même pas mal brassé, parlé de tout ce dont on avait en tête, mais ce que je trouve vraiment intéressant, enfin moi je suis musicienne aussi, je suis très impliquée dans l'éducation relative à l'environnement, et je trouve que ce qui est vraiment passionnant dans ce que vous présentez, c'est-à-dire d'avoir vraiment la connaissance, l'histoire de l'instrument, ce à quoi il sert, avoir évidemment la connaissance de la facture aussi de l'instrument, et d'associer tout ça finalement à votre jeu artistique personnel, parce qu'on n'est pas... Quand on est musicien, on n'est pas, si on s'intéresse aux appos, supposé s'intéresser à l'histoire de l'appôt, quelle est sa fonction, à quoi il sert, où est-ce qu'il a pu servir selon les époques, etc. Ou ni même à la facture, bien que quand même ça peut être utile. Libérer le son de l'histoire. Oui, et moi je trouve intéressant, je vais reprendre le terme de circularité, mais de circulation plutôt entre tous ces paramètres et ce que vous en faites vous en tant qu'artiste, mais en ayant tout ce bagage-là, toute cette dimension-là de l'instrument avec vous, quoi. Oui. Mais pour moi, si par exemple, si on joue la clarinette ou le hautbois, c'est vraiment très important d'aller voir d'où ça peut venir, puis d'essayer de trouver des exemples peut-être dans des musiques de différents pays, de hautbois ou de clarinette primitive, de voir que dans le fond, il y a quelque chose dans l'essence de l'instrument qui est déjà là. Puis de là à Mozart et puis à Michel Portal. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, moi je suis oboïste de formation. J'ai failli dire hautbois. Et c'est vrai que pour moi, j'ai eu la nécessité de me confronter à cette réalité-là. Donc j'ai fait de la bombarde, j'ai fait du hautbois baroque. Bon, évidemment, j'ai été formée au hautbois moderne au départ, mais à côtoyer des instrumentistes ou des oboïstes, on peut avoir la connaissance théorique. Effectivement, Mozart, quel était le hautbois à la Renaissance, au baroque, à l'époque classique, etc. Mais de là à franchir le pas, d'aller vraiment faire l'expérience de l'instrument, de baigner complètement physiquement dans cette dimension-là, ne serait-ce que les bombardes. Moi, c'est tout un univers qui s'est ouvert, que je ne soupçonnais pas quand j'y suis allée, et la théorie n'aurait pas pu remplacer cette expérience-là. Et c'est vrai que pour moi, tous les musiciens n'ont pas forcément cette démarche-là d'aller jusqu'au bout du processus, en fait. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que c'est pas simplement utiliser des instruments pour l'improvisation, c'est aussi porter en soi toute l'histoire et tout ce qui fait ces instruments, même s'ils sont détournés, et c'est ça qui en fait la richesse aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien détourner, mais j'aime bien savoir ce que je détourne. Donc, j'aime bien me renseigner. Puis ensuite, c'est ça, être capable de... C'est ça, de pas... C'est parce que des fois, l'histoire d'un instrument nous enferme dans un réseau de possibilités. Par exemple, le hautbois, comment c'était développé peut-être par les musiciens contemporains, donc un certain type de multiphonique, etc. Puis, bon, OK, on peut tout apprendre ça relativement rapidement, en quelques années de conservatoire, mais ça peut tellement être plus vaste que ça. Oui. Et puis, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, merci. J'espère que ça donnera envie. Je pense aux pédagogues, à beaucoup de pédagogues, aussi d'aller d'exploiter tous ces possibilités-là. Ce qu'il y a de merveilleux avec les appos, tout ça, c'est que c'est très facile à se fouiller et à jouer. On peut faire des petits ensembles avec des trucs. Et puis, à Montréal, il y a
production Super Musique qui font des trucs pour les enfants avec des appos et des objets, instruments inventés. Puis c'est très bien ce qu'ils font. J'avais vu tout le travail que vous aviez fait au niveau de tout ce qui est partition graphique. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a une série qu'ils offrent pour les écoles, avec 2 ou 3 types de concerts. Le premier, je pense, c'est Bee Pie Glou. Puis, mais c'est tout des trucs un peu en direction, comme un peu en direction orchestre, mais avec les enfants, puis joue pas, arrête, fais ci, fais ça. Mais les enfants sont très excités, sont très contents de faire ça. C'est très beau à voir. Puis c'est vraiment pensé pour que ce soit des choses faciles à jouer, tout ça. Avec un gros travail de nettoyage après puis, pour que s'ils reviennent dans la même école, l'enfant va avoir le même, et puis tout ça. Puis, en tout cas, c'est quelque chose. Hein. Mais voilà. Mais bien, merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Toujours un petit système de son. Comme ça, je travaille avec des maquettes et ensuite j'écris si nécessaire. Mais j'en fais pas 10 par mois, là. J'ai travaillé peut-être une douzaine de fois de pièces où je mettais des appos, là. Mais sinon, je m'amuse aussi, hein. C'est des jeux, tantôt je vous montrerai, hein. On s'amuse follement avec ça, là. Mais qu'est-ce qui, en tant que musicien, compositeur, vous a attiré justement dans ces instruments? Ça fait tellement longtemps, je ne m'en rappelle plus vraiment. Mais j'ai toujours aimé... Ça sera pas long. Je l'ai pas mis là. Bon, ça c'est moi, ça. Ici. Octobre, non, c'est pas celle-là. Le voilà. Je vais vous faire entendre d'abord c'est une introduction sur une pièce qui va être probablement de 4-5 minutes et où on utilise, j'aime beaucoup, c'est comme une suite de musique concrète, vous savez, avec Pierre-Henry et tout. Moi j'ai trippé là-dessus là, quand j'étais jeune, je dis waouh, sa fameuse sonate pour porte et un soupir, là. J'ai trouvé ça formidable. Et puis, j'ai toujours été un peu bruitiste aussi avec mes instruments. J'ai toujours aimé ça, sans me soucier d'une esthétique quelconque. Là. Je dirais que c'est un jeu, vraiment un jeu. Et puis, ce jeu-là, en soi, me satisfait. Et puis, quand on le présente à une audience, souvent, oui, il y a une légèreté, mais il y a aussi ce côté ludique qui est très intéressant. Bon, on va vous mettre ça. Voilà. Ouais, ça irait mieux si je le connecterais. Donc, je vais vous montrer les instruments que j'ai utilisés pour cette introduction. Et ça va vous donner vraiment l'idée de... Ça, on appelle ça palo. Vous connaissez, palo de agua. Et c'est un gros. Alors, il peut durer 5 minutes. Juste à le tourner tranquillement. Puis on entend l'eau qui coule. Ça, on appelle ça calavera, bien sûr. Ça vient du Mexique.
Les Mexicains sont des inventeurs incroyables, comme les Brésiliens, là. Et ça, on fait... Eux autres, ils l'utilisent beaucoup. Comme ça, comme le son de jaguar ou des choses comme ça. On peut l'utiliser également pour faire une sorte de vent macabre et tout ça. Alors j'ai utilisé ça et ça. Et bien sûr, ça c'est un classique. Celui-là. Ah. J'ai utilisé un petit passereau. Et la tourterelle. Donc, je fais un flutter tone, mais on peut... Donc, ça va donner ça. Et c'est juste l'intro, là. Ça va être reproductible à 4 avec d'idem. Il y aura 2 comme ça, à chaque côté. Patrick Graham en a un pareil. Et là, on va l'entendre. La pluie, le vent. On peut le faire parler. Assez vide. Là, je suis rendu là. Donc, ça, c'est un type de chose que j'adore faire. Vraiment. Ça, c'est l'introduction d'une nouvelle pièce, c'est ça, hein? C'est l'introduction Oui. d'une réadaptation d'une pièce que Didem avait fait avec quelques appos comme ça et que je lui ai proposé de changer. Bon, puis là, je vais installer tout ça. Et le monde des appos, ce que j'aime, c'est que oui, on peut lui faire dire beaucoup de choses et puis le dénaturer aussi. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et il y a des instruments qui sont, je dirais, connexes ou en marge d'un apo, mais qui peuvent très bien fonctionner, comme les flûtes nasales brésiliennes. Ah oui. On peut les utiliser comme couleur, bien sûr, mais on peut les utiliser aussi, j'aime beaucoup les utiliser rythmiquement. Etc. Ça, c'est ma boîte à jouets, là, bien sûr. Et avec Julien, le disque Trace que je vous ai donné, on utilisait à un moment donné beaucoup ce type d'appôt où et cet appôt, à chaque printemps, on trompe ici derrière, les merles reviennent
ils sont trompés, en fait. Parce que le merle est très territorial, surtout pendant la saison des amours, donc au printemps, il ne veut pas avoir personne. Il cherche. Et on le voit, c'est formidable. Et c'est ça, tous ces appos-là nous permettent, bien sûr, d'imiter, des pâles imitations, c'est sûr. Mais en même temps, on peut... On peut imaginer plein de choses qui s'insèrent dans une musique rythmique. C'est sûr qu'on va l'utiliser beaucoup de façon rythmique ou de façon d'un espèce de événement ponctuel qui peut casser avec ce qu'il y a eu avant, s'il y a des instruments, là, et préparer ce qui vient après. Et beaucoup en improvisation aussi, comme par exemple, celui-là, il a l'air tout à fait anodin. Une sorte de canard, mais on peut le faire parler énormément. C'est un peu burlesque, mais ça peut s'insérer facilement dans... J'aurais pu faire autre chose aussi. On peut faire des choses plus violentes aussi, si on veut un effet percussif. Et je ne suis pas à sa pleine force, là, je fais attention. Ouais. Etc., qui peut aller avec toutes sortes de choses que notre imagination fait aller. Il y a quelque chose de très enfantin dans ça que j'aime. Très près du jeu. Ça, je l'ai dit souvent, mais c'est un peu ça l'idée quand on a créé ce duo-là qui n'existe plus, là, mais Trace. C'était une espèce de carré de sable. Les enfants. Et quand on fait des petits chemins, on met des petits camions, des petites maisons, parfois des petits soldats, des petits ça. Et là, c'est le terrain de jeu. Ça, et bien autre chose aussi, c'était un peu l'idée de ça. Et les appos sont des instruments assez bavards aussi, des fois trop, mais qui ont chacun leur personnalité. Alors c'est très intéressant de les utiliser au niveau timbral. Et ça, j'ai toujours aimé ça justement pour ça, comme... On invente un oiseau comme on dirait, là, c'est pas du tout... c'est fait... Bon, partons d'une chose triste quand même, là, c'est que les appos sont faits pour attirer les oiseaux et les tuer. Mais nous, on essaie de leur rendre un petit hommage, quoi. Et ça peut être très rythmique avec, par exemple, donc on peut faire des trames aussi, construire une pièce qui sera le propos d'après l'introduction, ce que je vous ai montré. Et puis, voilà. Bon, et puis il y a ce qu'on appelle les volières qu'on peut utiliser quand on a besoin de saturer le discours et que... Voilà. Alors là, on peut utiliser
c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Et votre collection d'Apo, elle est au gré de vos voyages Aussi. Ou ce sont des recherches particulières que vous avez faites pour des les recherches, obtenir? oui et non. C'est pas très recherché dans le sens intellectuel. Là. C'est juste que l'instrument est là et puis je le connais pas, je l'achète ou maintenant aussi il y a beaucoup de sites, je pourrais en faire venir des tonnes. Mais oui, c'est venu avec les voyages surtout, oui, en tournée. Quand on a une journée de congé, peut-être qu'on passe dans une boutique, soit d'instruments de musique ou de chasseurs, là, puis il y a quelques appos qui traînent. On dit, celui-là ferait bien l'affaire, etc. Et pour le disque Trace, c'est vraiment de la musique composée ou il y a vraiment Oui. tout? Oui, voilà. Tout ça, c'est des pièces, mais il n'y a qu'une pièce qui concerne les appos. Donc qui composait, donc... On composait toujours à deux. D'accord. C'est-à-dire que il y avait toujours une proposition de départ que l'un des deux faisait, qui construisait. Je t'amène ça, puis qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce qu'on ferait, comment on le développerait, etc. Et puis il y avait comme un parrain, si on veut, mais c'était toujours fait à deux. Alors les droits d'auteur, on les a toujours séparés également à deux, tout simplement. Et puis, toute la musique de Trace a été faite comme ça, en fait, avec beaucoup d'improvisation. Mais cette improvisation-là, à force de repasser dessus, en est plus ou moins une, parce que les prémices restent un peu les mêmes, les portes qui s'ouvrent ressemblent à celles qui s'étaient ouvertes auparavant, ou des choses comme ça. Là. Mais la spontanéité reste, parce que les gestes sont bien appris, puis une fois que ces gestes-là sont intégrés, ils viennent tout seuls. On n'a pas à y penser, et c'est ça qui est important. Et donc en tant qu'artiste-compositeur, les appos, vous les utilisez davantage pour la composition, pour l'improvisation, ou pareillement? Oui, pareillement, mais je ne me qualifierais pas d'artiste-compositeur, parce que j'ai jamais vraiment... je me suis, un peu astreint à l'écriture, mais j'ai toujours essayé de travailler de façon orale. Donc, je travaille vraiment, quand j'ai des choses à faire comme ça, c'est souvent des choses que je vais faire de façon orale. On serait plutôt artiste-concepteur. On pourrait dire ça. Ou, je sais pas, c'est plus comme improvisateur, mais que je cristallise des choses. Et, je trouve que ça va aller bien. Je le fais comme ça. C'est pour ça que je trouve que c'est un travail d'artisan plus qu'autre chose. D'accord. Voilà. Tu penses à des questions, Alain, en particulier? Je pense que la question bien posée. D'accord. On a posé les bonnes questions. Super. Après, ça devient trop intime. Oui, c'est ça la vie. En tout cas, je ne parlerai pas de lui, là. Petit talent. Oui, c'est ça. Il y a tellement de choses dans les appos. Je me souviens, il y a plusieurs années, c'était après une tournée d'une nuit ensemble moderne, mais c'était dans les années 90. J'étais allé voir un ami en Italie. Il vivait à l'époque en Lombardie, Stefano Gervasoni, qui est un très bon compositeur. Et puis, c'est une petite ville, Bergamo. Et donc, moi, je me promenais dans la ville. Je disais, hey, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je disais, oui, on va y aller. Et à l'époque, ils vendaient pas des nécessaires, mais il y avait comme une quarantaine d'appos sur un petit plastique là, où ils étaient tous attachés. Puis ils vendaient tout le set, tout le set au complet pour des peanuts. Alors, évidemment que j'en ai acheté et tout. Et puis après, c'est devenu plus populaire en musique et tiens, les appos ont commencé à prendre la valeur économique, là, mercantile. Je me souviens, je pense que j'avais acheté un gros set là, de 30-40 appos. J'avais payé ça peut-être l'équivalent dans les années 90. Là.
C'est ridicule. Quand Ben on oui, voit oui, le parce prix maintenant, Maintenant, de la c'est peau. 40 dollars La peau, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, Voilà. tout à fait. En tout cas, merci. Bon.